Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors nous sommes le 8 avril, c'est le 35e SITREP et on a eu une baisse significative de bombardements sur le front. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sorti d'affaire parce qu'on est censé être dans une zone de cessez-le-feu, enfin dans une période de cessez-le-feu. Donc pour une période de cessez-le-feu, c'est quand même catastrophique. Voilà, je te C'est quand laisse même la parole. catastrophique, ouais. Donc, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 277 reprises, au cours desquelles 2292 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés. Donc, je rappelle, artillerie, mortier et chars d'assaut, donc en baisse de plus de 50% par rapport à la semaine dernière. Bon, grâce au nouveau cessez-le-feu, il n'a pas tenu plus d'une heure. Donc, durant les dernières 24 heures, 56 nouvelles violations sont venues se rajouter. Des tirs qui ont touché 28 localités de la République. En République populaire de Lugansk, sur la semaine écoulée, il y a eu 23 violations du cessez-le-feu et 82 obus d'artillerie ou de mortier tirés par l'armée ukrainienne. Je rappelle que ces chiffres, donc les 2292 projectiles pour la RPD et les 82 pour la RPL, ne concernent que les gros calibres. Donc tout ce qui est lance-grenades, véhicules de combat d'infanterie et calibre en dessous de 100 mm ne sont pas concernés. Donc, c'est des chiffres auxquels il faut rajouter tout le reste. En RPD, les tirs les plus lourds ont touché cette semaine Krutaya Balka, Jabitchevo, Yassinovataïa et Akolevka, Komintarnovo, Dokuchaevsk, Petrovskoye, Sosnovskoye, Leninskoye, Oktyabr, Bielo Kamenka, Sakhanka, Spartak, la zone de l'aéroport et les districts de Petrovski et Kirovski à Donetsk. Ces tirs ont fait 2 morts et 10 blessés parmi les civils, dont 2 la nuit dernière en République populaire de Donetsk, et 3 morts et 13 blessés parmi les soldats, dont 1 mort et 1 blessé ces dernières 24 heures. Depuis le début de l'année, nous en sommes à 100 morts, dont 90 soldats et 10 civils, et 197 blessés dus au bombardement de l'armée ukrainienne en RPD. 1 mort et 7 blessés civils sont dus cette semaine à un engin explosif qui avait été laissé par l'armée ukrainienne en 2014 dans une zone forestière. Les gens étaient allés déposer des ordures et ils ont sauté dessus. En République populaire de Lugansk, il y a eu 1 soldat blessé cette semaine. Ces bombardements ont endommagé ou détruit 36 habitations et une école en République populaire de Donetsk. Ils ont bien entendu de nouveau bombardé la zone de la station d'épuration pour empêcher les équipes de réparation de remettre la station totalement en état de fonctionnement. Donc, elle fonctionne mais pas totalement. Donc c'est comme d'hab. Même l'OSCE d'ailleurs et les observateurs du Centre conjoint de coordination du cessez-le-feu sont trouvés sous les tirs de l'armée ukrainienne. Oh bah tiens. Ils ont dû aimer. Qu'est-ce qu'il y a en République populaire de Donetsk qui n'a pas été bombardé par l'armée ukrainienne? Parce que écoles, jardins d'enfants, hôpitaux, etc. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore bombardé? Le stade du Charta. Peut-être, oui. C'est peut-être pas. Il avait été touché par des shrapnels, mais il n'avait pas été visé directement. C'est parce qu'il est loin du front aussi, peut-être aussi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Si on regarde les concentrations d'armes lourdes près de la ligne de contact, l'OSCE a enregistré l'absence de 116 pièces cette semaine dans les parties ukrainiennes, mais face à la République populaire de Donetsk. Donc manque 12 lance-roquettes multiples ouragans de 220 mm. Ils sont de sortie de nouveau, ils prennent l'air. Ouais. 11 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 22 canons automoteurs Akatia de 152 mm, 55 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 7 chars d'assaut T-64 et T-72 et 9 canons anti-chars Rapira de 100 mm. Et côté République populaire de Lugansk, ont été enregistrés côté ukrainien, donc face à la République populaire de Lugansk, l'absence de 15 chars d'assaut, 15 canons anti-chars et 34 mortiers. Tout cet armement prend le frais sur le front. Oui, bien sûr. Ouais, bon. Au niveau de l'armée ukrainienne, c'est toujours
la débandade complète, les pertes hors combat de l'armée ukrainienne se continuent. Dans la zone qui est face à la République populaire de Lugansk, l'armée de l'RPL a enregistré que 8 soldats ukrainiens sont morts et 7 ont été blessés suite à des incidents, la plupart dus à l'alcool. D'autres sont dus au fait que lors des rotations, les unités qui partent ne déminent pas leur position et ne laissent pas de carte des mines installées. Donc résultat, un bon nombre de véhicules militaires sautent dessus purement et simplement. Oui, bah c'est des pieds nickelés. Voilà. Donc bien entendu, l'armée ukrainienne déguise ses pertes comme étant dues à des bombardements de l'armée de la RPD pour continuer de réclamer de l'aide auprès des conseillers militaires étrangers qui viennent dans la zone de l'OAT, entre autres récemment des conseillers des généraux américains et anglais, entre autres. D'ailleurs, le commandement ukrainien ferait mieux de s'occuper correctement de l'approvisionnement en nourriture de ses hommes, après qu'il ait été découvert que les soldats ukrainiens stationnés près de Stanitsa Luganskaya étaient obligés d'acheter leur nourriture de base dans les magasins du coin. C'est inconcevable. Ça veut dire en clair que l'armée ukrainienne ne nourrit pas ses hommes, quoi. C'est inconcevable. C'est magnifique. Du côté de la RPD, par contre, là, la population se mobilise pour assurer la défense de la République. Ainsi, le 6 avril, près de 30 000 hommes réservistes se sont rassemblés sur une plaine près de Charkiorsk pour faire une démonstration de force et un avertissement aux autorités ukrainiennes, pour bien montrer que l'armée, c'est pas seulement celle qui est actuellement sur le front, puisque cette deuxième armée permet de plus que doubler nos forces existantes, qui sont actuellement de 26 000 hommes. Ceux qui ont déjà une expérience militaire ont reçu à cette occasion leur arme de service qu'ils pourront conserver à la maison. Les autres recevront leur arme par après. Les étudiantes des facultés de médecine sont aussi venues, puisqu'elles formeront la deuxième ligne de personnel médical qui prêtera main forte aux médecins militaires en cas d'escalade brutale de la situation. Donc voilà, on montre clairement que ici, c'est pas une armée de conscrits, c'est pas une armée qui est forcée de s'engager. Voilà, en République populaire de Donetsk, c'est une armée de gens qui sont volontaires pour se battre, et qu'il n'y a pas que les 26 000 soldats actuels qui sont prêts à se battre. Là, les 30 000 hommes, c'est pas la totalité des réservistes qu'on a. C'est ceux qu'on a réussi à réunir ce jour-là. Donc je te laisse imaginer. Parce que l'effectif de l'armée ukrainienne, c'est quoi, 125 000, 150 000 hommes? Ouais, puis c'est ce qu'ils annoncent, C'est ce qu'ils annoncent, Oui, bon, évidemment, intégré à l'intérieur de cet effectif-là, un nombre considérable d'alcooliques, de gens qui sont prêts à foutre le camp à toutes les occasions. Bref, voilà. Voilà. T'as résumé, je crois. Si on regarde la situation politique, les accords de Minsk, l'OSCE, le procureur général d'Ukraine, Yuri Lutsenko, a avoué publiquement dans une interview accordée au Bild que l'Ukraine n'a pas l'intention de respecter les accords de Minsk, qu'elle a pourtant signés, je rappelle. Entre autres, le 5e point de ces accords, qui concerne l'amnistie générale pour les personnes ayant participé aux événements qui ont eu lieu dans les oblasts de Donetsk et de Lugansk. Commentant ce paragraphe des accords de Minsk, Lutsenko a déclaré qu'une amnistie ne peut être accordée en Ukraine que sur une base individuelle, et que donc de son point de vue, les 40 000 séparatistes ukrainiens devraient admettre leur culpabilité et demander l'amnistie qui sera examinée au cas par cas par une cour ukrainienne. Ah bah oui. Ah bah pourquoi pas, je veux dire, ça ose tout, je veux dire, c'est des types qui commandent des bataillons néo-nazis, qui massacrent des populations civiles, donc ils commettent un crime de guerre, et ils osent raconter ce genre de saloperie, Voilà, en disant que si la personne n'a pas commis de crime trop grave, elle pourrait être pardonnée, sinon ce sera la tôle, et ce y compris pour les chefs de la RPD et de la RPL, donc Plotnitsky et Zakharchenko. Bon, décidément à Kiev, on a une conception assez fascinante du droit quand même, c'est clair. Et surtout des contraintes légales qu'entraîne la signature d'un accord qui est quand même soutenu par l'ONU. Il y a quand même une résolution de l'ONU pour soutenir l'application des accords de Minsk. Si l'Ukraine peut s'asseoir de cette façon sur les accords qu'elle a signés, c'est que les autorités ukrainiennes savent que la communauté internationale ne leur en tiendra pas rigueur grâce au soutien des USA. La preuve, Merkel, elle n'a pas moufté suite à cette interview qui a pourtant été faite dans un média allemand. Donc, pas vu, pas pris. Tout va bien. Et si on veut montrer à quel point Kiev prend les instances internationales pour des dindes, il suffit de voir le fait que l'OSCE a découvert cette semaine, ce que la RPD et la RPL clament déjà depuis un bon moment. Oui. À savoir que les soldats ukrainiens utilisent des voitures maquillées comme des véhicules de l'OSCE pour mener des opérations de reconnaissance, entre autres dans la zone grise. Oh bah tiens.
Voilà. Ce qui est formellement interdit, mais bon. Voilà, donc le rapport de l'OSCE du 31 mars mentionne qu'un SUV blanc portant le logo de l'OSCE sur ses flancs et transportant des hommes en uniforme militaire a été vu par les caméras de surveillance de l'OSCE qui avaient été installées à Avdiivka et que ce véhicule avait déjà été repéré le 4 mars. Alors ce qui est assez amusant, c'est que il a fallu attendre la deuxième occurrence de cet incident pour que l'OSCE le mentionne dans son rapport, parce qu'en fait l'incident du 4 mars, il n'apparaît pas. Ah, ouais. J'ai fouillé les rapports de l'OSCE du 5 et du 6 mars. Il n'y a aucune mention du fait qu'ils avaient repéré un SUV blanc avec leur logo dessus, alors que c'était pas un véhicule de l'OSCE. Hein, donc ça montre bien que les rapports de l'OSCE sont partiaux, hein, qu'ils omettent un paquet de petits trucs un peu dérangeants pour Kiev quand ça les arrange. Oui, bah. Bien entendu, suite à ce rapport, aucune plainte de l'OSCE au sujet de cette violation flagrante de toutes les normes du droit international, de la charte de l'organisation, etc. Hein, alors bon, par contre, quand on les empêche d'aller quelque part, là ils gueulent tout de suite. Hein. Par contre, l'armée ukrainienne utilise des clones de ces véhicules pour mener ces reconnaissances. Là, on dit rien. Donc bon, ça en a besoin d'une preuve du deux poids deux mesures occidentale. Ben, ça s'accumule, hein, c'est tout. Hein. C'est-à-dire, c'est pas le premier exemple d'impact. Et ça sera pas le dernier. Voilà, de ça, partialité. Voilà, hein, mais bon, ça en dit long quand même hein, sur la communauté internationale, entre guillemets. Ouais. Si on regarde les développements économiques, donc on avait parlé hein, de tout ce qui était relance des industries et de l'économie des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Oui. Entre autres, l'usine métallurgique de Yenakievo, dont on avait parlé, qui emploie 1000 personnes, va pouvoir recommencer à fonctionner la semaine prochaine grâce à la livraison de matières premières qui doit avoir lieu justement cette semaine-là, donc depuis la Russie. Les autorités ont annoncé que les accords nécessaires ont été signés et ont souligné l'importance d'avoir pu sauver cette entreprise et donc 1000 emplois quand même, hein, c'est pas négligeable. Bah non, c'est clair. Hier, Alexandre Zafarchenko, donc le chef de la RPD, a assisté à la première récolte de tomates dans les serres de Zougresse. Donc, ce sont des serres qui avaient été lourdement endommagées lors des bombardements de 2014 de l'armée ukrainienne. Elles ont été réparées, entre autres 40% des vitres qui ont dû être remplacées. Et donc, les serres ont été relancées. Donc, ce sont des serres hydroponiques qui n'utilisent aucun produit chimique. Les tomates qui sont cultivées sont donc 100% bio. L'eau chaude qui permet de chauffer les serres, en fait, vient de la centrale électrique thermique qui est juste à côté, en fait. D'accord. Donc c'est assez intéressant, ils utilisent des principes de permaculture, ça c'est super. Donc en fait l'eau chaude résiduelle de la centrale thermique, une fois qu'elle a servi à faire tourner les turbines, elle est ensuite déviée vers ces serres et elle permet de chauffer les serres. D'ailleurs c'est une nécessité hein, de refroidir l'eau qui vient d'être utilisée dans la turbine, parce que sinon il n'y a pas de circulation. Au lieu de relarguer en fait cette eau dans la nature, on la fait circuler dans les serres. Voilà, c'est très bien. Plutôt que de la relarguer, de repomper de l'eau froide, voilà. Donc c'est une très très bonne chose. C'est beaucoup plus écolo. Tout à fait. On était sur place hier, donc le chef de RPD a donné à plusieurs journalistes, dont moi-même, des tomates pour qu'on puisse les goûter. Donc je confirme que ce sont des tomates qui ont du goût, elles sont fermes, elles sont pas remplies de flotte, elles sont pas acides, donc ça n'a rien à voir avec les tomates qu'on peut manger. Oui, en France par exemple, les espèces de trucs sans goût, qui ont l'air bien rouges à l'extérieur, mais qui sont blanches à l'intérieur, donc qui n'ont aucun élément nutritif en fait. Voilà. Et qui sont très acides et je trouve très désagréables à manger, personnellement. D'ici le mois de mai, un label sera créé pour ces tomates bio produites en RPD pour que les gens puissent les reconnaître facilement dans les rayons de supermarché, parce qu'on a demandé, parce qu'on veut soutenir quand même les serres de Zougresse, donc on avait demandé comment est-ce qu'on peut les reconnaître. On aura bientôt un étiquetage spécial. La direction estime que les 5 hectares de serres devraient produire 1000 tonnes de tomates cette saison et elles emploient 80 personnes. Donc voilà, il y a 80 personnes qui ont trouvé un boulot grâce à ça. Donc quand je dis que l'économie se redresse ici, c'est pas une méthode couée. Hein, et puis en plus la terre du Donbass, c'est une terre très fertile, hein, donc ils vont arriver à faire des productions agricoles extrêmement fortes. Hein. Et si la production des deux républiques populaires se réoriente vers le marché local et la Russie suite à la perte du marché ukrainien, la production russe, elle aussi, se réoriente vers les deux républiques suite à la perte du marché ukrainien. Ainsi, les producteurs de médicaments russes, donc les industries pharmaceutiques russes, réorientent massivement leur production vers la RPD et la RPL, alors que l'Ukraine impose de plus en plus de contraintes et de sanctions débiles à ces sociétés pharmaceutiques russes. Ils ont prévu de faire de nouvelles sanctions cette année
qui devrait coûter à ces sociétés, qui devrait leur faire perdre 1,5 à 1,7 milliard de roubles. Donc c'est énorme. Mais d'un autre côté, depuis 2014, ces sociétés ont massivement investi le marché des deux républiques populaires, profitant du vide laissé par les fabricants occidentaux qui passaient par l'Ukraine, donc de facto qui ont beaucoup plus de mal à venir maintenant ici. Oui. Donc si en 2014, les deux républiques importaient pour à peine 7 millions de roubles de produits pharmaceutiques russes, on était passé à 2,5 milliards de roubles en 2015, à 5,5 milliards en 2016, et les estimations pour 2017 sont de 7 à 8 milliards de roubles, donc une progression qui devrait permettre aux sociétés pharmaceutiques russes de compenser le préjudice dû à la perte du marché ukrainien. Donc on voit que cette intégration économique dont on parlait entre le Donbass et la Russie, elle fonctionne dans les deux sens. Et donc, les RPD et les RPL vont remplacer, en tout cas partiellement, le marché ukrainien qui est en train d'être perdu par différentes industries russes. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très positif. Si on regarde, on va dire, d'autres points qui concernent les républiques populaires, entre autres les RPD, le MGB de la République populaire de Donetsk a donné le nom de l'organisateur des meurtres des commandants Motorola et Givy. D'après les renseignements obtenus par le service de sécurité de la République, il s'agit d'Alexei Petrov, le chef du département de contre-intelligence du SBU. Il faut d'ailleurs remarquer que cet homme en charge de la formation des unités ukrainiennes qui mènent des attaques terroristes sur le territoire de la République n'était que chef adjoint avant le meurtre du commandant Givy et était miraculeusement promu chef du département de contre-intelligence par Poroshenko juste après le meurtre du commandant, pour soi-disant le service rendu. Oui, voilà, ça veut dire que le terrorisme est officiellement encouragé en Ukraine, c'est magnifique. Voilà quel genre de... Voilà, en France, on donne la Légion d'honneur au prince d'Arabie Saoudite et... C'est ça. Poroshenko, lui, il promeut des instructeurs de terroristes. Moi, je trouve ça magnifique. Ça donne envie d'avoir honte d'être occidental, je trouve. Ouais. Moi, je me sens pas très à l'aise. Non, tu te sens pas très fier quand tu vois des trucs comme ça. C'est clair. De leur côté, en République populaire de Donetsk, le 7 avril, donc hier, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées sur la place Lénine pour fêter les 3 ans de la proclamation de la République populaire de Donetsk. Donc c'est la première proclamation avant le référendum. Ouais. Donc le 6 avril, les manifestants qui manifestaient à Donetsk avaient investi le bâtiment de l'administration régionale et le lendemain avaient proclamé la République populaire de Donetsk. Donc on a fêté l'anniversaire. Denis Pouchiline a fait un discours sur l'importance de cet événement survenu il n'y a pas si longtemps, 3 ans c'est court, mais qui a provoqué toute une suite d'événements qu'on connaît. Il a rappelé que la RPD ne plierait pas malgré les bombardements et la guerre, et la fête s'est poursuivie ensuite en musique avec des concerts dans une ambiance assez festive. D'accord. Voilà. On voit quand même la différence d'ambiance. Si on regarde l'évolution par contre de la situation en Ukraine, le Parlement européen donc, a validé cette semaine le régime sans visa pour l'Ukraine pour des voyages n'excédant pas de 90 jours tous les 6 mois et pas pour travailler en Europe. Bon, en vrai, ça va provoquer un énorme appel d'air. Les Ukrainiens vont fuir encore plus leur pays et puis frauder, bien entendu. La preuve en est, ils ont fait tellement de demandes de passeports en ligne, donc tu avais un site internet que le gouvernement avait mis en place pour que les gens puissent faire des demandes de passeports en ligne. Les gens se sont tellement jetés dessus qu'ils ont fait sauter le site. Ah oui, ça sent pas bon. Puis pour les effectifs de l'armée à proximité dans le Donbass bon, aussi. Là, ils n'auront plus personne à... Là, ils vont devoir faire la conscription forcée pour les babouchkas, là, parce que je sais plus où est-ce qu'ils vont aller les chercher, leurs soldats. Mais il y a un petit deuxième effet qui se coule dans ce régime sans visa, qui a été mis en place d'ailleurs aussi pour la Géorgie. D'accord. C'est le petit astérisque en police taille 2, en bas de page. Le petit truc, tu sais que tu lis jamais dans les polices d'assurance et tout. Qui indique que pour chaque citoyen ukrainien, parce que là, ils ont mis ça en place par la Géorgie et t'as un représentant géorgien qui a dit mais de toute façon ça sera la même règle pour l'Ukraine. Donc, donc pour chaque citoyen géorgien ou ukrainien qui sera fait attraper en train de frauder et de travailler illégalement en Union européenne, l'Ukraine ou la Géorgie devra payer une amende de 2000 € à charge pour ces pays ensuite de récupérer ça auprès de leurs citoyens indélicats après qu'ils aient été déportés de retour dans leur pays natal. Alors déjà que les finances ukrainiennes sont au plus mal, je vois pas comment l'Ukraine va pouvoir payer les millions que ça va lui coûter, parce qu'il faut des centaines de milliers à se jeter vers l'Europe pour aller travailler là-bas, donc je te raconte pas. Et alors un petit parallèle intéressant qui a été fait par les nazis du parti Svoboda, ils ont soulevé quand même que la dernière fois que l'Ukraine a bénéficié d'un régime sans visa avec l'Europe, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation nazie. Oh, bah tiens donc, quelle similitude. Il y en a quand même pas mal, mine de rien. La comparaison entre l'Ukraine aujourd'hui et l'Allemagne nazie de l'époque. Donc ils en ont profité
pour appeler à la Rada à introduire par contre un système de visa avec la Russie, histoire de continuer dans le débilisme ambiant. Ouais. Puis en rayon débilisme, les nazis toujours s'en sont pris à l'agence culturelle russe qui est basée à Kiev, puis ont menacé de fermer eux-mêmes les banques russes qui continuent de fonctionner en Ukraine à partir du lundi 10 avril, car ils estiment que les mesures prises par le gouvernement contre elles, c'est pas suffisant. Et ce, alors même que le gouvernement ukrainien, lui, essaye d'amadouer le FMI en disant qu'ils vont alléger les sanctions contre les banques russes dès que la situation sera moins critique d'un point de vue sécurité. Bon, en clair, Kiev a le cul assis entre deux chaises et ils vont se casser la gueule par terre. Ça, c'est clair. Clair comme les chaises sont appelées à se séparer rapidement et fortement, je dirais. Hein. Pendant ce temps-là, en à peine 24 heures de temps, du 5 au 6 avril, 3 centrales électriques à charbon en Ukraine ont dû cesser de fonctionner. Faute de charbon, pour essayer d'économiser les petits stocks qui leur restent. Ouais. Ce sont les premières, les autres vont suivre bientôt. Ça promet un joyeux bordel en Ukraine, alors même que les autorités ukrainiennes essaient d'obtenir du charbon américain et de reprendre les livraisons de charbon sud-africain qui ne devraient arriver qu'en mai. Parce que l'Afrique du Sud, je pense qu'ils exigent d'être payés d'abord, oui. Parce que l'Ukraine étant du genre mauvais payeur, je pense qu'ils ont un petit problème pour trouver des fournisseurs qui, contrairement à la Russie, acceptent pas de se faire entourlouper je sais pas combien de milliards pour du gaz ou du charbon livré et qui est jamais payé. Et ça, rien que ça d'ailleurs, ça promet assez rapidement une situation absolument intenable, parce que... Bien sûr, parce que là, ils ont tout le mois d'avril pour essayer de jouer la montre dans cette histoire de décision de justice de la haute cour de justice anglaise dont on avait parlé de Londres, qui avait rendu son verdict dans le procès concernant la dette de 3 milliards de dollars que l'Ukraine doit à la Russie. Ils ont obtenu un délai pour le mois d'avril, mais au mois de mai, ils vont devoir sortir les 3 milliards. Donc je vois pas avec quoi ils vont payer ce charbon. Je vois, c'est ça. C'est même le milliard du FMI qui a été donné. Bon, déjà, il n'y en a même pas la moitié qui va arriver réellement dans le budget de l'État. Ça suffira pas. Ils vont pas arriver à éponger toutes les dettes qu'ils ont. Donc, au bout d'un moment, si tu payes pas tes fournisseurs, ils te coupent le robinet et puis c'est tout. C'est ça. En plus, ils ont perdu les impôts qui sortaient des usines des deux républiques. Des deux républiques, donc ils vont perdre au bas mot 3 milliards et demi par an. Je veux dire, là, ils sont en pleine débandade. La preuve, même au niveau de la justice ukrainienne, c'est Beyrouth, Hiroshima et Nagasaki, puisque la justice ukrainienne a enfin prononcé un verdict à l'encontre de 8 combattants d'un bataillon nazi accusé de crimes contre l'humanité, donc le fameux bataillon Tornado. La justice se réveille un peu en Ukraine. Oui, ils avaient torturé des enfants, même, je crois, non, ou violé. Ils avaient tué des enfants, violé des enfants, vraiment l'horreur absolue. Ils avaient tout filmé, en plus, tout était sur leur GSM, c'était magnifique. On avait les preuves fournies par les accusés eux-mêmes. Moi, je trouve ça superbe. C'est des crimes qu'ils avaient commis sur le territoire de la région de Lugansk. Il y a eu de très très fortes pressions exercées sur le tribunal par des nationalistes, par des nazis ukrainiens, quoi. Malgré ça, la justice ukrainienne a rendu son verdict. Donc le tribunal du quartier de Bolon à Kiev a condamné 8 anciens combattants du bataillon de nazis ukrainiens Tornado à des peines de prison allant de 8 à 11 ans. A annoncé vendredi le procureur militaire principal Anatoly Matios, ajoutant que 4 autres ex-militaires avaient été condamnés avec sursis. Donc le chef du bataillon Ruslan Onichenko a écopé de 11 ans de prison, son adjoint Nikolai Tsoukoura de 9 ans et demi, 4 ex-combattants ont été condamnés à 5 ans de prison avec sursis. Au vu des crimes commis par cette bande de salopards, c'est pas cher payé quand même. Oui, c'est clair. Normalement, c'est 20 ans, incompressible. Oui, pour moi, ces mecs-là, ça mérite la peine de mort. Je veux dire, ce qu'ils ont fait, ils ont violé, tué des gosses, violé des femmes, torturé des mecs, mais d'une façon immonde, vraiment. Ces mecs, ça mérite ça mérite la tête. Je suis désolé, mais bon, des mecs comme ça, ils sont irrécupérables. Je veux dire, à la sortie de prison, ça va pas être des agneaux. Il faut arrêter les conneries. C'est clair. Je veux dire, pour moi, c'est des gens qui ont fait ça, tu peux pas faut arrêter les bêtises. Je veux dire, des mecs qui auraient fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale, ils finissaient pendus après Nuremberg. C'est clair, absolument. Mais c'est d'ailleurs, il faut espérer qu'un tel tribunal se réunisse encore une fois pour juger pas seulement d'ailleurs que les crimes commis en Ukraine, mais il va falloir solder tout ça d'une manière ou d'une autre, c'est clair. Voilà. Et donc au rayon justice, quand je dis que la justice maintenant on commence à faire son petit cavalier seul en Ukraine, c'est l'objet de mon pendant ce temps-là à Kiev, ou plutôt pendant ce temps-là à Poltava, une cour de justice a reconnu la légitimité des documents produits par la République populaire de Donetsk. Oups.
Ah oui, Voilà. La cour du district d'Oktyabrysky à Poltava a en effet obligé le département central de l'état civil de la ville à reconnaître un certificat de décès produit par la République populaire de Donetsk. La décision a été rendue l'année dernière, le 16 juin 2016, mais elle a été rendue publique il y a quelques jours après qu'un fameux avocat ukrainien l'ait annoncé sur sa page Facebook. En mai 2016, une femme a demandé à la cour d'établir le fait que son frère était mort à Donetsk pour obtenir un certificat de décès qu'elle n'arrivait pas à obtenir de l'état civil ukrainien car la mort a eu lieu en territoire soi-disant occupé en République populaire de Donetsk. Mais la Cour a confirmé que l'homme est bel et bien mort à Donetsk, a reconnu le certificat de décès produit par l'état civil du district de Kirovski et la chambre d'enregistrement du ministère de la Justice de la RPD. Suite à cela, la Cour a ordonné à l'état civil de Poltava d'enregistrer la mort de cet homme en République populaire de Donetsk. Si après la Russie, même les cours de justice ukrainiennes se mettent à reconnaître la validité des documents produits par la République populaire, l'Ukraine est bien dans la merde quand même. Je ne veux pas être méchante, c'est guerre, mais là, voilà. Donc voilà, c'est les trucs de la semaine qui était assez chargé. Encore un joli festival, oui. Encore un joli festival, mais là on voit qu'en Ukraine, ça commence à devenir effectivement le chaos. Donc on a d'un côté voilà, tous les nazis ukrainiens qui imposent leur petit délire russophobe débile, qui sont en train de plomber l'économie ukrainienne. De l'autre côté, t'as la justice qui a l'air de commencer à prendre un peu reprendre son indépendance, plus ou moins, de commencer à prendre des décisions qui ont l'air d'être pas vraiment dans le sens on va dire, du dogme officiel. C'est peut-être la peur de la population, parce que ils doivent commencer à se dire que si jamais la population se met en colère, ils vont avoir du mal à justifier pourquoi ils n'ont pas pris des décisions légitimes. Parce que là, elles sont légitimes, même si elles sont très sous-pesées, je dirais, puisque, comme tu disais... 8 à 11 ans de prison pour c'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Je veux dire, des trucs comme ça devrait être un minimum. Si on est contre la peine de mort, ça devrait être la perpétuité incompressible. Oui, c'est ça. Voilà, mais 8 à 11 ans pour des tortures, des viols, des meurtres, y compris d'enfants, enfin, je veux dire... C'est quand même clément, je veux dire, ça va. Le mec il s'en tire bien. Enfin, les mecs s'en tirent bien, c'est clair. S'en tirent bien. Je pense qu'ils auraient été jugés en Russie, c'était perpète. Je dirais, il suffit de se souvenir à combien de temps avait été condamné Savchenko. Oui. Pour de la correction de tir d'artillerie. Oui. Bon. Donc voilà. Donc la situation reste très tendue. Le cessez-le-feu ne tient pas. C'est en train de remonter de nouveau petit à petit au niveau des bombardements. Donc je pense que la semaine prochaine, on sera de nouveau en croissance. La situation en Syrie est très tendue suite au bombardement de cette base aérienne syrienne par l'armée américaine. Oui. Donc on sent qu'il y a un raidissement des tensions, comme on l'avait dit. Voilà, la situation aussi bien en Ukraine qu'à l'international devient de plus en plus dure. Le système s'effondre de partout. Et puis Moscou, les forces qui poussent à la guerre. Et puis Moscou qui a été humilié, qui a été insulté au Conseil de sécurité, parce que j'ai vu la séance, c'est assez énorme. L'ambassadeur anglais a été infect, ignoble, et puis les Américains ont emboîté le pas derrière, avec des propos aussi immondes, aussi infâmes. Voilà, j'ai vu que la Bolivie avait taillé un costard, au Conseil de sécurité. C'est ça. En sortant la photo de Colin Powell avec sa petite fiole là, de poudre de farine. De perlimpinpin, Le perlimpinpin, là, comme preuve des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Donc là, on sent vraiment de nouveau l'hystérie autour de cette attaque chimique qu'on impute à Bachar el-Assad de manière assez délirante, comme en 2013 avec l'attaque de la Ghouta. Pareil. Donc là, on sent un raidissement, on sent que les néocons, là, ils veulent la guerre. Au bout d'un moment, ils vont finir par la voir, il ne faut pas se leurrer. La question, c'est quand et où. C'est-à-dire, sur quel théâtre, ou ça peut se déclencher sur plusieurs théâtres de manière, entre guillemets, presque simultanée. Mais ça va, on sent que la situation se tend, se raidit beaucoup. Et ça, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais parce que là, on va passer de conflits, entre guillemets, régionaux à des risques de conflits réellement mondiaux entre deux grandes superpuissances. Et
entre des alliances de superpuissance, puisque oui, absolument. on va avoir d'un côté les BRICS et de l'autre et leurs alliés, et de l'autre côté les USA et l'OTAN. Donc ça promet un joyeux bordel. Donc situation à surveiller de très très près. Ouais, avec la possibilité que Moscou fasse des représailles en intégrant une réponse dans le Donbass aussi. Ça peut... C'est tout à fait possible, Moi, j'exclus rien. On voit un tel raidissement des positions que déjà un truc qui est marquant, c'est que Poutine a fait une déclaration de désapprobation de ce bombardement américain. C'est surtout Medvedev qui a tenu les propos les plus durs. Ça, c'est assez étonnant. C'est assez marquant, assez étonnant, parce que c'est rare, on n'entend quasiment jamais Medvedev. Et là, il a dit clairement que là, on était vraiment au bord d'une confrontation entre la Russie et les États-Unis. Oui, c'était comme une attaque directe contre la Russie. Ouais. Contre la Russie. Donc là, c'est très très grave. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur pourquoi les S-300 russes n'ont pas fonctionné. Il faut savoir qu'il y avait un mémorandum de sécurité aérienne qui avait été signé entre la Russie et les États-Unis pour justement éviter des incidents et éviter que les avions russes n'abattent des avions américains ou réciproquement. Suite à cette attaque, le mémorandum a été brisé, c'est-à-dire la Russie s'est retirée de ce mémorandum. Oui, et là c'est très risqué. Maintenant, là c'est open bar, et ils vont renforcer les systèmes anti-aériens qui sont installés en Syrie. Donc il va y en avoir plus. Donc là, ça veut dire que la prochaine tentative, ça passera pas. Et là, ça veut dire que ça va devenir risqué pour les avions américains de voler au-dessus du ciel syrien. Donc là, ça devient très chaud quand même. Cela dit, pour terminer, je pense que sur les 59 missiles Tomahawk qui ont été lancés, apparemment, il n'y en a qu'une toute petite trentaine qui serait arrivée à destination. Ouais, c'est ça. Il y en a 26 qui se seraient éparpillés tout autour, donc pour une arme qui est censée être quand même très précise, parce que les missiles Tomahawk, c'est quand même du missile de précision, c'est pas du lance-roquette multiple grade. C'est ça. C'est quand même assez étonnant, donc déjà c'est assez bizarre. Le nombre de morts est assez bizarre aussi. Il y a, je crois, à peine 7 morts, ça fait pas beaucoup quand même. Ça fait très cher le mort quand même, parce que le Tomahawk, c'est quand même un missile, je crois, à $600 000 l'unité. Oui, c'est ça, absolument. Donc ça fait cher les 7 morts syriens, donc ça sent un peu le truc assez... ça sent le truc où la Russie aurait fait évacuer la base étant avertie avant, aurait fait évacuer la base, aurait laissé le minimum vital dessus, et est-ce que ça sert à ce que Trump sauve la face? Est-ce que je sais pas, c'est un truc assez bizarre. Il y a beaucoup d'hypothèses là, il y a beaucoup d'experts qui donnent leur avis là-dessus, tous plus contradictoires les uns que les autres, mais clairement il y a quelque chose qui est pas clair. Alors, soit vraiment les Américains sont des bus finis et ils tirent aussi mal que l'armée ukrainienne, ce qui est quand même inquiétant pour la première armée du monde, parce que quand même, soit il y a une entourloupe, il y a un machin, enfin il y a quelque chose derrière. C'est assez étrange dans un cas comme dans l'autre. Surtout, effectivement, le nombre de morts et le nombre de missiles qui sont tombés à côté, je veux dire. Oui, mais c'est surtout que d'après les informations, le soir même, la base recommençait à fonctionner. Oui, donc ils n'ont pas détruit grand-chose, quoi. Voilà. Donc c'est assez bizarre cette histoire. Oui. C'est quand même très très étrange. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais on sent clairement que oui, il y a des forces qui veulent la guerre, ils la veulent absolument, et ils font tout pour l'allumer. Donc il faut rester quand même très très vigilant, et il faut vraiment que les peuples européens, enfin tous les pays de l'OTAN, se réveillent et exigent d'arrêter cette machine de guerre. Ah parce qu'elle est lancée là. Là, on est bien lancé, et ce que j'avais dit lors de mon coup de gueule il y a quelques temps, c'est vous qui allez finir dans une tranchée à devoir faire face à l'armée de la Russie et de ses alliés. Et si vous ne réagissez pas maintenant, il sera trop tard après. C'est pas une fois que vous serez dans la tranchée qu'il faudra se dire merde, j'ai pas envie d'y être. Donc là, il est vraiment temps de se réveiller et de se bouger pour de se soulever contre déjà cette attaque des Américains qui est absolument scandaleuse, qui est en violation de toutes les normes du droit international, de la charte de l'ONU et
toutes les conventions internationales qui existent à ce sujet. Là, c'est une violation très très grave de la souveraineté d'un État et du droit international. Ouais. C'est un précédent très dangereux. Tout à fait. Et ce que disaient certaines personnes dans les commentaires d'un de mes articles, c'est que le droit international fonctionne comme le droit tout court sur le principe du précédent. Si les USA se sont autorisés à faire ça en brandissant 3 photos, qu'est-ce qui empêche maintenant le représentant russe à l'ONU de venir avec des photos d'enfants massacrés au Donbass et puis de dire bah écoutez, faire des frappes contre l'Ukraine? Bah c'est ça. C'est ça, absolument. Absolument. Je veux dire. À la différence que, contrairement à cette attaque chimique qui reste à enquêter, hein, je veux dire, elle reste à éclaircir, les enfants dans le Donbass sont effectivement massacrés avec la supervision de Washington. Ça, c'est des faits. Ça, ce sont des faits. Hein. Voilà. Donc là, c'est un jeu très dangereux parce que ça donne de nouveau des cartes supplémentaires à la Russie pour intervenir ici si nécessaire. C'est ça. Donc là, il y en a qui sont en train de jouer un jeu débile, mais bon, ça, ils sont pas outillés pour le comprendre. Mais donc voilà, donc situation à surveiller sur les 2 théâtres. Ouais. Et comme toujours, j'espère seulement la semaine prochaine. C'est ça. Voilà. Merci Christelle. Merci pour ton travail. Et puis bonne soirée et bonne soirée aussi. À samedi prochain. À samedi prochain. Au revoir. Ciao.